Horizon PhD, une série Papa PhD propulsée par les fonds de recherche du Québec. Bienvenue sur Horizon PhD, le balado qui explore des milieux insoupçonnés où tu peux mettre en valeur ton doctorat. Aujourd'hui, je rejoins Jules Racine Saint-Jacques pour partir à la découverte d'une autre organisation au sein de laquelle tu peux mettre en valeur tes compétences transversales et ton diplôme doctoral, le service de recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Si tu t'intéresses à la visualisation des données et que tu as envie de travailler sur des projets ayant un impact sociétal et politique, ta chance est peut-être venue de faire le saut et de tester les eaux au sein d'une équipe passionnée de scientifiques comme toi. Si tu veux en savoir davantage sur les programmes scientifiques en résidence des fonds de recherche du Québec, rends-toi sur frq.gouv.qc.ca/Horizon PhD. Bonne écoute. Quel est votre nom et quel est votre rôle à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec? Bonjour David, je m'appelle Jules Racine Saint-Jacques, je suis chef d'équipe au service de la recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que le service de recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale? C'est quoi le mandat? J'aime à dire qu'on est au carrefour entre le savoir et le pouvoir, puisque le service de la recherche et plus largement la Bibliothèque de l'Assemblée est au service d'abord des parlementaires, de l'institution aussi de l'Assemblée nationale et plus largement de la population dans son entièreté. On est au service des parlementaires dans différents contextes, commissions parlementaires, délégations interparlementaires et on dessert aussi les députés à titre individuel. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? Bien, essentiellement, on répond à leurs besoins en analyse, en synthèse, en rédaction, en recherche plus largement, dans différents contextes. Et dans ce cadre-là, pourquoi la Bibliothèque de l'Assemblée nationale a-t-elle besoin de jeunes docteurs aujourd'hui? En fait, il faut savoir qu'on a une équipe au service de la recherche qui est composée déjà de plusieurs diplômés de maîtrise et du doctorat. Une équipe donc de 17 professionnels d'horizons disciplinaires variés, des sciences humaines et sociales principalement, sciences politiques, affaires publiques, histoire, économie, droit, sociologie. Et des gens donc qui ont d'abord et avant tout des aptitudes de chercheurs, donc des gens qui ont l'habitude de la recherche, parce que ce que ça prend d'abord et avant tout pour travailler dans le contexte parlementaire, c'est une capacité de généraliste. Et pourquoi ça prend une capacité de généraliste? Bien parce qu'à l'Assemblée nationale, tous les problèmes de la société québécoise, tous les enjeux, tous les questionnements qui agitent la société finissent un jour ou l'autre par aboutir à l'Assemblée. Et donc, les gens au service de la recherche, incidemment, doivent s'intéresser à un peu tout. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on s'improvise expert en tout? Non, on essaie autant que possible de respecter les champs d'expertise des différents analystes au service, mais cependant, ça ne veut pas dire non plus qu'on peut, quand on travaille au service, se confiner dans un créneau disciplinaire très étroit. Donc, on a des gens qui sont d'horizons disciplinaires variés, mais aussi d'horizons professionnels variés et qui vont devoir aussi s'intéresser à un ensemble plus large de domaines de spécialisation que leur seul domaine pour lequel ils ont été préparés lors de leurs études ou lors de leur carrière. Leur faculté, la faculté qu'on recherche d'abord et avant tout, c'est la faculté de s'approprier l'essentiel de ce qu'il y a à savoir dans une question donnée et de savoir le retransmettre efficacement à l'oral et à l'écrit dans un contexte, ma foi, qui peut être parfois assez pressurisant. Hein, quand on est dans le conseil aux décideurs publics, bien souvent on a peu de temps. Souvent, on a encore moins de temps qu'on pensait. Hein, des fois, le temps disponible est raccourci sous nos yeux. Et donc, il faut savoir communiquer efficacement, succinctement et capter l'attention d'un auditoire, ma foi, très exigeant et très occupé. Donc, il faut savoir le faire à l'oral, mais il faut aussi le savoir et surtout le faire à l'écrit, puisque la plupart de nos communications avec les décideurs, soit publics, soit administratifs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on conseille aussi l'institution, se passe à l'écrit, dis-je bien. Tu as parlé de différentes parties prenantes que vous desservez par vos services. Vous avez aussi touché un petit peu à de quoi peut avoir l'air les défis qui nous sont présentés versus la formation qu'on a apportée. Mais
pour aller un petit peu plus en détail, de quoi peut avoir l'air un projet typique au service de recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée Oui, nationale? il n'y a pas vraiment de projet typique, hein. Je dirais que le travail au service de la recherche en général est typique par son atypisme, mais cependant, il y a des types de produits bien définis qui sont grosso modo les mêmes d'un service de recherche parlementaire à l'autre, hein. On va retrouver là, des notes d'information, somme toute assez brèves, concises, bien illustrées, dans la plupart des bibliothèques parlementaires et des services qui font profession d'accompagner les parlementaires dans leur prise de décision. Un mandat typique, dans le temps comme dans la qualité, ça peut s'étirer sur plusieurs années, comme ça peut s'étirer sur quelques heures. Au service de la recherche. Par exemple, en commission parlementaire, on va accompagner les décideurs, les responsables, les membres d'une commission parlementaire dans leur mandat extra-législatif, donc les mandats d'initiative, des mandats qui souvent portent sur le bien commun de la société québécoise. Donc, ça va de la place des femmes en politique à l'usage des pesticides en agriculture, en passant par l'avenir des médias d'information, l'exploitation sexuelle des mineurs, l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie, etc., etc. Et dans le cadre de ces mandats-là, souvent, on va accompagner les parlementaires du début à la fin du mandat. Donc, dès l'origine du mandat, dès son adoption, on va pouvoir proposer nos services aux parlementaires, leur proposer, par exemple, la création d'une note d'information qui place les tenants et aboutissants, qui met la table sur ce qu'il faut savoir sur le mandat, les principaux concepts, les principales parties prenantes, etc. Et on peut aussi élaborer avec les membres d'une commission une liste d'intervenants à entendre à leur demande. On peut aussi bâtir un document de consultation pour eux, et ça donc jusqu'à la rédaction du rapport final qui est faite par les membres du service de la recherche. Donc ça, c'est pour des mandats, je dirais, de plus longue haleine généralement, mais qui vont parfois s'échelonner sur quelques séances, quelques auditions à l'intérieur d'une semaine ou deux, quelques mois, et même quelquefois plusieurs années. D'autres fois, par contre, on a des mandats, et ça, c'est les plus fréquents, je dirais, sont des mandats qui s'échelonnent sur quelques semaines, en 2, 3, 4 semaines. Donc, on va nous demander, pour les délégations interparlementaires, par exemple, de travailler sur le système du bâtiment au Québec, préparer une note d'allocution ou une note d'information à cet effet-là. On va nous demander de traiter des derniers développements en intelligence artificielle au Québec et en Bavière, par exemple. Pour les députés, bien, souvent, ils ont des besoins, les députés individuels, des besoins plus circonscrits. Souvent, les bureaux de circonscription, par exemple, vont faire appel à nous pour avoir un portrait peut-être du logement dans leur circonscription, ou encore savoir qu'est-ce qu'il en est de la gestion des berges dans leur comté. Donc, vous voyez, il n'y a pas à la fois dans le qualitatif, dans la teneur de ce qui nous est demandé et dans la longueur, les conditions de travail sont assez variables. On va avoir parfois à intervenir en commission nous-mêmes, donc pour présenter le fruit de nos travaux. Comme à l'occasion, le plus souvent, on va communiquer par écrit, comme je le disais, le résultat de nos travaux, soit aux parlementaires, soit à la haute direction de l'Assemblée ou aux autres directions de l'Assemblée. Ça a l'air d'être des défis très intéressants et surtout par rapport à d'autres types d'emplois ou de mandats qui ont des effets sur notre vie et sur les choses qu'on entend en nouvelles. En tout cas, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre dans ce détail. C'est effectivement l'une des beautés de travailler dans une institution comme l'Assemblée, dans un rôle comme celui qu'on occupe au service de la recherche, que je dirais pas d'avoir une incidence directe sur le cours des choses, hein. On n'a pas la légitimité démocratique pour ça. Ce sont les élus qui prennent les décisions. Mais comme dans tout organe de conseil scientifique, on a une chance d'avoir une incidence indirecte ou une influence peut-être ténue sur le déroulement des travaux, particulièrement lorsqu'on a la chance d'établir un lien de confiance, donc dans les mandats de plus longue durée avec les parlementaires, en commission parlementaire notamment. On est les principaux pourvoyeurs d'informations pour les parlementaires. Et à cette occasion-là, donc, ça nous donne la chance de choisir soigneusement qu'est-ce qui doit être porté à l'attention des parlementaires.
Donc, moi, par exemple, j'ai eu la chance de travailler sur le mandat sur le recyclage et la valorisation du verre en 2019, je crois. Okay. Et 4 ans plus tard, là, maintenant, la consigne élargie entre en vigueur bientôt. Ben, il y a un peu de moi là-dedans. Il y a un tout petit peu de moi, mais quand même, il y a un peu de moi. Donc, c'est très stimulant d'avoir la chance d'avoir une incidence, même indirecte, sur le cours des choses, parce que l'Assemblée se trouve encore une fois au cœur non seulement de la démocratie, mais de l'évolution de la société québécoise. C'est ici que s'écrit l'histoire en marche. Donc, parfois, on a la chance de travailler à la grande histoire. Ça a été le cas, par exemple, de la commission Mourir dans la dignité et même plus récemment de celle sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie. C'est quand même des consultations qui ont à terme un impact sur la vie de milliers, de centaines de milliers de gens au Québec. Et donc, d'avoir la chance de travailler en soutien aux parlementaires pour s'assurer du bon déroulement des travaux et de la bonne information des parlementaires, c'est très précieux. On vient de parler de l'aide médicale à mourir, valorisation du verre et du recyclage du verre. On a parlé d'écologie, on a parlé de logement. C'est des thématiques très variées. L'équipe que vous avez mentionnée au début, c'était plus ou moins un petit peu moins qu'une vingtaine de personnes. J'imagine que les gens ne travaillent pas en silo, chacun dans sa spécialité. Est-ce qu'on travaille en équipe au sein du service? Non, la question est bonne parce que longtemps, ça a été le cas, effectivement. Longtemps, on a eu au service une organisation du travail qui était plus partitionnée. Mais maintenant, depuis quelques années déjà, on s'efforce de créer et de stimuler des occasions de collaboration entre analystes. Et donc, chaque commission se voit attribuer non plus un seul analyste, mais 2 analystes qui travaillent en collaboration et qui donc vont se partager en quelque sorte le champ de compétences de la commission. Ça veut dire que non seulement si la commission adopte un mandat, il y a des chances qu'ils travaillent ensemble, mais ça veut aussi dire que toutes les questions, toutes les demandes qu'on peut recevoir sur le champ de compétences de chacune de ces commissions-là ou de leur commission, pour parler plus spécifiquement. Par exemple, 2 analystes qui auraient la commission de la culture et de l'éducation, vont se voir aussi sollicités lorsqu'on reçoit des demandes en culture et en éducation. On travaille comme ça, je le disais tout à l'heure, à spécialiser aussi les analystes autant que possible dans ces différentes sphères d'activité qui correspondent au champ de compétences des différentes commissions parlementaires qui couvrent, grosso modo, l'ensemble des secteurs d'activité socio-économique du Québec. Donc, ces gens-là vont pouvoir mener des mandats ensemble et aussi, on a établi un système de relecture par les pairs qui favorise aussi le dialogue entre analystes. Donc, sur une base régulière, là, je dirais, il y a beaucoup de collaboration qui se fait, sans compter tous les projets de développement qu'on peut avoir sur le plan organisationnel. Donc, c'est ça, on a beaucoup travaillé à décloisonner et à favoriser la communication et la collaboration entre le personnel. Et donc là, maintenant, il y a un programme qui est en train de recueillir des candidatures pour une résidence pour des jeunes chercheurs, des personnes qui viennent d'avoir leur diplôme au doctorat. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que le service de recherche cherche chez ces candidats-là qui vont participer à ce programme? C'est un programme, une initiative des fonds de recherche du Québec qui a commencé à l'international et qui a toujours cours à l'international, donc qui s'appelle les résidences scientifiques. Donc, dans les différentes délégations, jadis naguère, les FRQ ont commencé à établir des diplômés du doctorat pour des résidences de 6 mois à 1 an. Récemment, les FRQ ont implanté aussi le programme localement, donc dans l'appareil administratif québécois, du palier municipal jusqu'à l'ordre de gouvernement provincial. Et l'Assemblée est parmi les premiers organismes de l'appareil administratif québécois à embarquer dans le programme, à participer au programme. Et donc, on offre présentement la chance aux diplômés, aux candidats au post-doctorat et aux diplômés donc, du doctorat depuis moins de 5 ans de venir s'établir ici au service de la recherche, à la bibliothèque, pour une période de 1 an renouvelable. Et donc, le programme est assorti d'une bourse de 50 000 $ par année. Donc, une belle occasion de stage postdoctoral. Et la visée du programme, plus généralement, c'est d'offrir d'autres avenues, d'autres options de carrière, de montrer un peu aux diplômés ce qui est possible de faire à titre de chercheur dans l'appareil administratif québécois. Et à l'inverse, c'est aussi de disséminer, de propager la bonne nouvelle scientifique dans les ministères et organismes
donc de manière à favoriser l'amélioration de la culture scientifique au sein de l'appareil étatique. Et ici, au service de la recherche, je dirais qu'on a quand même une bonne longueur d'avance. Comme je le disais, là, on fait un peu profession d'intermédiaire, de médiateur culturel entre le politique et le scientifique. C'est dans notre ADN. Et donc, on était particulièrement bien disposés, je pense, à participer au programme. Le concours est ouvert en ce moment. Il faut d'abord savoir qu'on ne recherche pas de secteur disciplinaire particulier. On peut provenir des sciences appliquées, des sciences pures, des sciences humaines et sociales. C'est pas du tout là-dessus qu'on focalise. Ce qu'on recherche, en revanche, c'est des gens qui ont l'habitude de traiter et de visualiser des données quantitatives, okay, que ce soit statistiques ou autres, puisqu'on cherche à prendre un virage quantitatif, je dirais, au service, en intégrant la masse des données ouvertes qui commence ma foi, à être assez considérable et qui s'offre aux décideurs publics, mais qu'en ce moment, on se refuse un peu, on est peut-être un peu timide dans l'approche de ces données-là. Donc, on voudrait quelqu'un qui nous trace la voie et qui participe avec nous à l'élaboration de quelques projets pilotes sur la visualisation, le traitement, le moissonnage et la visualisation de données quantitatives, de manière à mieux soutenir la prise de décision des parlementaires et de l'administration de l'Assemblée nationale. Donc, voilà, quelqu'un donc qui a l'expérience soit par son bagage professionnel, soit par son bagage universitaire de chercheur, dans le traitement des données quantitatives sera considéré. Peut-être la contrainte plus spécifique qu'on aurait, c'est qu'on va travailler à partir de l'environnement de RStudio et donc du langage R. Donc, il faut que la personne ait une maîtrise de base de ce langage-là. Mais sinon, voilà, on cherche surtout ce bagage d'expérience-là. Évidemment, si la personne a en plus de l'expérience dans je dirais, la communication d'informations savantes auprès de décideurs de haut rang, c'est du plus-value pour nous, évidemment. Mais ce n'est pas un prérequis, si je comprends bien. Non, on est très ouvert à l'ensemble des candidatures. On veut que l'expérience soit le plus profitable à la fois pour nous et pour la personne. Donc, on cherche surtout quelqu'un qui est capable de traiter, de moissonner, de nous bâtir peut-être de bons modèles de visualisation à partir du langage R pour nous tracer une feuille de route pertinente, un plan d'action, une stratégie capable donc de rendre plus systématique l'usage de ces données-là dans les pratiques d'analyse au service. Et avec la possibilité de renouveler après et de mener le projet un peu plus loin, si je comprends bien. Exact. Donc, c'est un programme qui peut être renouvelé une fois, donc à raison d'une année, un total de 2 ans. Donc, il y a de la place, il y a du temps pour mettre en œuvre, je pense, un beau projet de recherche et même mettre en application les premières conclusions auxquelles on en arrivera. C'est un programme qui est conçu pour la relève en recherche. Plus spécifiquement, peut-être que c'est les gens qui se demandent est-ce que la carrière universitaire est vraiment faite pour eux? Est-ce que le professorat, c'est bel et bien le destin qu'ils croyaient? Est-ce qu'ils ont envisagé d'autres choses, d'autres avenues? Ils se questionnent, est-ce qu'il y a une autre voie possible pour mon cheminement de carrière? C'est une bonne façon d'aller tâter le terrain, d'aller expérimenter. Et je pense qu'au service de la recherche, on va rapidement constater qu'il y a effectivement d'autres avenues possibles où on peut s'épanouir avec des talents de chercheurs tels qu'on les acquiert au doctorat. Et donc, j'invite tout le monde à postuler. Une très, très belle façon de mettre à profit son profil de recherche, de jeune chercheur, et de continuer à être stimulé intellectuellement et à travailler sur des sujets importants pour la société. Maintenant, disons, la personne arrive, fait sa première année, lance le projet, établit des racines pour le projet, reste une deuxième année. Après, c'est quoi les perspectives de carrière suite à un passage par le programme? Déjà, la personne va avoir mis un pied dans la fonction publique québécoise. Donc, va avoir une idée, bien que définie par les particularités de l'Assemblée, de ce que c'est que de travailler dans un environnement comme la fonction publique québécoise. Et puis, plus largement, l'Assemblée, faut bien le dire, il y a quand même plusieurs possibilités de s'épanouir professionnellement. Oui, au service de la recherche et à la bibliothèque, on est une option, je pense, qui est privilégiée pour les personnes issues du doctorat, diplômées du doctorat, mais reste c'est un milieu qui est extrêmement foisonnant, extrêmement dynamique, investi par des gens engagés, brillants,
un peu partout. Donc, on a des gens, par exemple, au secrétariat des commissions qui soutiennent les parlementaires dans les aspects plus pragmatiques. Ce sont les gardiens de la procédure parlementaire auprès des commissions et qui mènent des vies, ma foi, très intéressantes eux aussi parce qu'ils sont en études détaillées sur l'ensemble des mandats. Donc, ils soutiennent les commissions parlementaires et conseillent la présidence pour en toute chose de procédure. Et c'est eux donc qui suivent les travaux du plus près, puisque c'est en commission parlementaire que vraiment on va au fond des choses dans les projets de loi, par exemple, qui sont étudiés à l'Assemblée. Il y a des perspectives de carrière aussi à la direction de l'accueil et de la mission éducative, par exemple, qui est bondée d'ex-enseignants qui cherchent à transférer leurs aptitudes pédagogiques dans un contexte différent et qui donc on travaille à cette direction-là qui est un peu le fer de lance de tout le Parlement ouvert. C'est eux qui l'incarnent le plus directement, j'ai envie de dire, puisque c'est eux qui travaillent, par exemple, à la programmation citoyenne, à tous les concours, les activités pédagogiques qui se destinent aux jeunes et aux moins jeunes. Donc, une autre belle direction à investir. Et puis, évidemment, pour les gens qui auraient des spécialisations plus pointues, il y a toujours les directions traditionnelles. Donc, l'Assemblée est un milieu qui est assez diversifié. Il y a beaucoup de corps d'emploi, il y a beaucoup de profils qui travaillent à l'Assemblée. Donc, je pense qu'en travaillant, en investissant l'Assemblée dans ce rôle-là de scientifique en résidence, ça va donner à la personne un premier coup d'œil sur toutes les avenues possibles. Et puis, l'Assemblée est aussi une organisation qui est très agile. J'aime pas bien le vocabulaire gestionnaire, mais là, ça s'applique très bien. C'est pas une organisation où il y a beaucoup de couches entre la base des employés et la haute direction, le cercle des décideurs. Donc, on a la chance donc d'évoluer dans ce bateau-là qui est assez facile à faire tourner, assez facile. Il faut bien le dire, ça reste une organisation publique, ça reste une institution parlementaire, il faut savoir faire preuve de patience à l'occasion, mais il reste que l'Assemblée est un milieu de travail qui est très stimulant par son ouverture à la créativité des employés. Donc, par exemple, on a la Fondation Jean-Charles Bonenfant à l'Assemblée qui est hébergée par l'Assemblée et qui, chaque année, accueille des boursiers qui viennent faire un stage, donc après leur maîtrise la plupart du temps, pour accompagner différents parlementaires de toutes les formations politiques pendant 1 an dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, ils ont un regard très, très pénétrant sur le travail quotidien des parlementaires, ces gens-là. Et ces gens-là doivent faire un essai au terme de leur stage. Eh bien, c'est les gens du service de la recherche que j'ai le plaisir de diriger qui accompagnent les boursiers Bonenfant dans la rédaction de leur essai. On a aussi des pages à l'Assemblée. Des pages, donc, ce sont les jeunes personnes qui communiquent les informations, distribuent le café en commission, donc des officiers parlementaires nécessaires au travail parlementaire et qui sont souvent des diplômés ou des gens au baccalauréat. Eh bien, ces gens-là aussi, dans le cadre de leur stage, doivent faire une dissertation et c'est aussi le service de la recherche qui supervise le déroulement de ces dissertations-là. L'Assemblée est aussi à l'instigation du programme des Jeux de la fonction publique. Donc, depuis 2 ans, l'Assemblée organise les Jeux de la fonction publique, qui est une compétition ouverte à l'ensemble de la fonction publique québécoise. Donc, les différents ministères s'inscrivent à titre de ministère avec pour seule règle qu'il y ait des représentants de tous les niveaux hiérarchiques et de tous les corps de métier possibles pour participer à des compétitions, donc soit sportives, soit de connaissances générales, soit de plus appliquées sur le métier de professionnel et fonctionnaire plus généralement. Donc, vous voyez, l'Assemblée regorge de bonnes idées comme ça, où il y a beaucoup de place. On a à la bibliothèque un club de lecture. Je pourrais multiplier les exemples comme ça, mais c'est vraiment un milieu où il fait bon s'épanouir professionnellement et où il fait bon évoluer dans sa carrière et où on peut donc se réorienter, se réinventer au fil du temps. Donc, je pense que les perspectives sont multiples pour quelqu'un qui prendrait la résidence. Et maintenant, une dernière question. On finit notre doctorat, on commence notre postdoc, on est dans le milieu académique, on écrit d'une certaine façon, on communique d'une certaine façon, on réseaute
d'une certaine façon. Quels sont les défis que vous imaginez potentiellement d'adaptation auxquels cette personne-là pourra faire face dans ses premières semaines, premiers mois au service de recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale? Il y a Émilie Jade Poliquin, que je pense que tu as déjà reçu, David, qui vient de sortir un article sur Affaires universitaires à ce sujet-là. C'est parfois un deuil de devoir quitter le milieu universitaire, la carrière peut-être de prof qu'on envisageait lorsqu'on fait un doctorat. C'est un deuil que moi-même j'ai vécu quand j'ai terminé mon doctorat et que je suis entré au service de la recherche en 2016. C'est un deuil que j'ai entendu plusieurs fois d'autres collègues doctorants et post-doctorants me partager. Mais je pense quand même que dans un milieu comme celui que je t'ai décrit, ce deuil-là est atténué par une foule de facteurs. D'abord, la réalisation que la recherche telle qu'on l'a pratiquée, telle qu'on l'a conçue dans le milieu universitaire n'est pas la seule recherche qui est cours et qui ait une incidence sur le cours des choses. Bien entendu, au service de la recherche, on peut faire de la recherche fondamentale. Je ne l'ai pas mentionné, mais il s'en fait de la recherche fondamentale, particulièrement dans le domaine de l'histoire. On a la chance d'avoir 2 historiens qui sont parmi les sommités au Québec et au Canada en histoire parlementaire et politique. Christian Blais et Frédéric Lemieux, pour ne pas les nommer. On encourage aussi d'autres analystes à poursuivre des projets de longue haleine. Donc, au service de la recherche, il y a de la place pour poursuivre des projets de recherche qui entrent en phase avec la mission de la bibliothèque. Mais on s'aperçoit aussi rapidement qu'après avoir creusé le même trou pendant plusieurs années dans le cadre de sa thèse, le même champ de spécialité dans le cadre de sa thèse, c'est parfois un peu oxygénant d'avoir la chance de travailler sur un éventail de sujets soudainement qui est beaucoup plus éclaté. C'est de la recherche qui est appliquée, mais pas orientée, puisque le devoir de neutralité dont est investi l'ensemble de la fonction publique s'applique avec encore plus de vigueur et de rigueur à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on est au service direct des parlementaires, on a un devoir de réserve et une valeur de neutralité qui est, je dirais, exacerbée. C'est important de présenter les faits et d'essayer autant que possible de neutraliser sa subjectivité et à tout le moins de présenter un portrait équilibré des enjeux, parfois et très souvent même polarisants, qu'on va traiter dans le cadre de nos travaux. Donc ça, en soi, c'est un défi. Un défi aussi qui se pose lorsque on doit capter l'attention d'une clientèle aussi exigeante et aussi occupée que les parlementaires quand on a la chance de présenter nos travaux. Pour des gens qui ont fait profession de présenter leurs recherches dans le cadre de colloques, de congrès, de rencontres scientifiques, ça peut être des fois une adaptation intéressante que de changer de mode. Là. On n'est plus dans une lecture pendant 20 minutes de 10 pages à double interligne comme on nous l'enseigne au doctorat des fois. Là, maintenant, il faut savoir capter rapidement l'attention et efficacement et aller droit au but. Donc, il y a plusieurs comme ça des changements dans l'approche de la recherche qu'on a vécu jusqu'alors qui peuvent représenter des défis stimulants dans le cadre de la fonction publique et plus largement et plus spécifiquement, je dirais, dans le cadre de l'Assemblée nationale et du service de la recherche. Pour les auditeurs et auditrices qui pourraient être intimidés, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour les inviter vraiment à donner la liberté à leur curiosité d'approcher le programme, de se candidater et de participer au processus de sélection? Oui, tu me donnes peut-être la chance de reparler de l'équipe puisque j'ai pas développé plus amplement, mais il faut d'abord et avant tout comprendre que quand on investit le marché du travail, on intègre une gang, hein? Puis celle du service de la recherche est particulièrement sympathique et je dirais extraordinairement drôle. On a la chance d'avoir des gens qui sont cultivés, qui sont intéressés et intéressants, qui s'intéressent à tout. Ce sont des curieux par nature. Donc, je pense que quelqu'un qui a fait des études de 3e cycle a cette curiosité-là naturelle, va se trouver évidemment dans son élément dans un service comme le nôtre, puisqu'il va être entouré de gens avec qui on peut discuter de absolument tout.
parce que autour de la table à la cafétéria, encore ce midi, les sujets vont de la reddition de comptes des ministères et organismes au dernier événement politique qui a pu se passer, en passant par les histoires de famille et autres. Donc, c'est d'abord et avant tout j'aime à dire qu'on est des nerds, il faut bien l'assumer, mais on est des nerds sympathiques et drôles. Et on se fait beaucoup de fun au service de la recherche et à la bibliothèque. J'ai la chance de diriger une équipe extraordinaire et je me considère très privilégié d'être chef d'équipe à ce moment-ci de l'évolution du service. Donc, je pense que la perspective de recevoir un scientifique en résidence pendant 1 an ou 2 ne fait qu'accroître ce bonheur-là. Et j'ai bonne confiance que le bonheur va être réciproque. C'est vraiment un milieu où il fait bon vivre quand on est un être curieux et avec l'esprit scientifique. Jules Racine-Saint-Jacques, je n'ai plus de questions pour vous. C'était très clair dans tout ce que vous avez partagé et je recommande et je propose à qui est en train de nous écouter et à cette curiosité et à peut-être ce désir de participer d'une façon plus active dans des choses qui ont peut-être pas trait à la science dure, mais qui ont trait à notre vie en société, de se candidater, même si c'est juste pour aller découvrir ce que vous nous avez présenté très rapidement et qui, à moi, en tout cas, si j'étais à l'époque, ça m'a vraiment ouvert la curiosité par rapport à cet organisme qui a l'air passionnant et plein de gens passionnés. Merci. C'est bien dit.